Une nouvelle vidéo sur les fonctions de variables. Donc on s'intéresse dans cette vidéo à un exercice classique sur la fonction arctangente. Donc dans la base de données, il s'agit de l'exo 1085 qui est un exo de type central. Donc dans cet exo-là, on s'intéresse à montrer une égalité classique concernant cette quantité-là, qui est donc une égalité sur la fonction arctangente avec deux variables x et y. On avait vu dans notre exo une autre égalité sur la fonction arctangente, qui est celle-ci, arctangente x plus arctangente 1 sur x, qui vaut pi sur 2 moins pi sur 2, selon que x est positif strictement ou négatif strictement. Donc là, le but, c'est d'obtenir le même genre de choses avec cette quantité-là. Et on obtient à la fin que cette quantité-là vaut soit 0, soit moins pi, soit pi, suivant certaines conditions sur x et y qu'on détaillera au cours de la correction. Donc dans une première question, on vous demande de déterminer le domaine de définition de f, puis montrer qu'elle est classée 1 sur d, et enfin simplifier l'expression de f. Donc d'abord, pour donner le domaine de définition de f, il n'y a pas de souci pour arctangente x et arctangente y, parce que l'arctangente est une fonction qui est définie sur R. Et le seul problème qui va se poser, c'est le 1 moins xy dans cette dernière fonction arctangente, le 1 moins xy qui se retrouve au dénominateur. Donc pour que f de xy soit calculable, il faut que ce 1 moins xy soit différent de 0, c'est-à-dire que xy soit différent de 1. Donc on peut regarder un petit peu mieux ce que c'est que cette condition x. Alors on peut s'arrêter là pour cette première question, mais si on s'arrête là, on verra qu'on sera un petit peu embêté après, notamment pour la question 3. Donc on va pousser un peu plus loin l'étude de ce domaine de définition, et on va regarder ce que veut dire que xy est différent de 1, donc deux possibilités, soit il est plus grand strictement, soit il est plus petit strictement que 1. Soit il est plus petit que 1, du coup strictement, soit il est plus grand que 1 avec x négatif, soit il est plus grand que 1 avec x positif. Et en fait, l'idée qui apparaît là, c'est une idée qui est guidée par la représentation graphique de la fonction, enfin de l'ensemble des xy tel que xy égale 1, c'est-à-dire on représente finalement la fonction y égale 1 sur x, et on se rend compte que quand on a cette fonction-là, on va pouvoir la couper, elle coupe notre plan R2 en trois parties. Cette partie-là, donc en dessous de cette courbe, la partie entre les deux courbes et la partie au-dessus. Et c'est ce qu'on essaye de faire apparaître ici, dans le corrigé. Donc on essaye de faire apparaître ces quantités-là. Donc la partie où xy est plus petit que 1, ça va correspondre à cette zone-là, au milieu. La partie où xy est plus grand que 1 et x est négatif, ça va correspondre à cette partie-là. Et enfin, la dernière partie va correspondre, la dernière partie va correspondre à cette partie-là. Donc on va voir ces trois parties-là. Donc on les note D1, D2, D3. Et donc si on fait un dessin, on voit que on va voir cette représentation-là. Donc D1 c'est la partie centrale, D2 c'est la partie tout à fait inférieure gauche, et D3 la partie supérieure à droite. Donc ensuite on va continuer un petit peu l'étude de ces trois ensembles-là. Et on va vérifier que ces trois ensembles-là sont des ouverts disjoints. Alors le fait qu'ils soient disjoints, c'est une évidence, vu les conditions qu'on a posées ici. Et le fait que ce soit trois ouverts, c'est un petit peu plus compliqué. Alors pour montrer que c'est des ouverts, donc là je vais le faire avec D2, mais pour D1, D3, c'est le même genre d'idée. Donc pour D2, j'ai deux conditions, xy plus grand que 1 et x négatif. Donc je vais transformer ces conditions en xy moins 1 strictement positif et moins x strictement positif. Et on regarde que la fonction qui a xy associe xy moins 1, c'est-à-dire cette quantité-là, est continue sur R2. Et donc du coup, cet ensemble-là va être un ouvert, par une propriété du cours sur l'espace vectoriel normé. Après celle-ci, pareil, la fonction qui a xy associe moins x, c'est aussi une fonction continue parce qu'elle est aussi polynomiale. Donc là, on a l'ensemble des xy tel que f de xy strictement positif avec f continue de R2 à valeur dans R. Donc cette partie-là est aussi un ouvert. Et finalement, l'ensemble des deux est un ouvert comme intersection finie d'ouverts. Pour D1, c'est plus simple parce qu'a priori, il suffit juste de poser 1 moins xy positif. Et pour D3, c'est la même chose qu'ici, sauf qu'on n'aura pas besoin de mettre le moins x là. Donc on est bien d'accord que la situation dans laquelle on se trouve, c'est cette situation-là, avec donc trois ouverts ici. Donc après, on reprend le cours de l'exercice. Donc on demande de montrer que f est classé 1 sur D. Donc ici, on est sur un ouvert du coup, parce que D c'est une réunion d'ouverts finalement, c'est la réunion des trois ouverts D1, D2, D3.
Et en fait, il n'y a aucun problème pour le caractère C1, parce qu'arctangente, c'est une fonction C1 qu'on compose avec X. Ce quotient ici, c'est un quotient de fonction polynomiale qui ne s'annule pas, dont le dénominateur ne s'annule pas sur D. Donc c'est de classe C1 que je compose avec la fonction rectangle qui est de classe C1. Donc tout le monde est classe C1, donc c'est bien de classe C1. Donc ce qu'on a résumé ici en disant qu'elle était de classe C1 par opération sur la fonction usuelle. Et pour tout xy dans D, quand on calcule df sur dx de xy, ça se calcule, donc il faut poser le calcul et on tombe sur la fin sur 0. Alors je n'ai pas calculé df sur dy de xy, pourquoi? Parce que dans ma définition de f, x et y jouent un rôle parfaitement symétrique. Donc si je remplace mes x par les y et les y par les x, je tombe exactement sur la même fonction. Ce qui fait que quand je vais dériver par rapport à y, je vais tomber sur la même dérivée que celle par rapport à x, en changeant bien sûr les rôles de x et y, mais comme c'est égal 0, j'ai rien à changer, je tombe directement sur 0. Donc une fois qu'on a obtenu ça, on a notre dérivée partielle qui s'annule. Ça nous fait penser à un théorème de notre cours qui nous dit que si on a une fonction de classe C1 sur un ouvert convexe, alors la fonction est constante. Donc on a envie d'utiliser ce genre de choses. Le problème étant de savoir si mes ouverts D1, D2 et D3 sont bien des ouverts convexes. Alors on va reprendre le dessin qu'on avait. Donc quand on regarde D1, il semble bien que D1 ne soit pas convexe, parce que si on prend ces points-là, si je prends ce point-là qui est dans D1, et je prends cet autre point qui est dans D1, on voit bien que le segment reliant ces deux points ne va pas rester dans D1. Donc a priori, mon D1 n'est pas un ouvert convexe. Par contre, si on se place dans D2, si je prends deux points quelconques de D2, donc celui-là et celui-là par exemple, on voit bien que le segment va rester intérieur, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel point. On sent qu'il va être convexe. Alors bien sûr, il va falloir le prouver, mais on le sent. Et pareil pour D3. De toute façon, D1 et D3, si vous regardez bien, ils sont symétriques par rapport à l'origine. Donc du coup, s'il y en a un qui est convexe, l'autre sera convexe parce que la symétrie conserve la convexité. Donc ici, on reprend du coup notre idée. Donc on voit que pour D2 et D3, on va pouvoir utiliser notre propriété sur les fonctions constantes sur un ouvert convexe. Et donc du coup, on va démontrer que c'est un ouvert convexe. Donc là, c'est un petit peu technique, c'est un petit peu long parce que ça se passe pas si bien que ça. On voit bien que sur les 5 ça marche, mais pour le prouver, c'est moins drôle. Donc on va prendre deux points dans D2. Donc D2, je vous rappelle que c'est celui qui est en bas ici, c'est lui. Et donc ces deux points dans D2, on les appelle x1, y1, x2, y2. Donc on s'intéresse à savoir si t fois x1, y1 plus 1 moins t, x2, y2, c'est-à-dire si ce couple-là, cet élément de R2 est bien dans D2. Donc deux choses à vérifier. D'abord, il faut vérifier que l'abscisse est bien strictement négative. Donc si t égale 0, pas de problème, ça vaut x2, c'est négatif. Si t vaut 1, pas de problème, ça vaut x1, c'est bien négatif, strictement. Et si t est dans 0,1, alors tx1 plus 1 moins tx2, c'est strictement négatif parce que tx1 est strictement négatif, 1 moins tx2 est strictement négatif, et donc finalement je fais la somme de deux nombres strictement négatifs, donc j'obtiens bien un nombre strictement négatif. Donc finalement, quelle que soit la valeur de t dans l'intervalle 0,1, j'ai bien cette quantité-là qui est strictement négative. Et donc j'ai la première condition d'appartenance à D2 qui est vérifiée. Cette condition est vérifiée. Donc maintenant, il faut que je vérifie la deuxième. Donc il faut que je m'intéresse au produit de x, l'abscisse fois l'ordonnée, et que je vérifie que c'est bien plus grand que 1. Donc je regarde dans un premier temps ce que c'est que cette abscisse fois ordonnée. Donc je développe un petit peu. J'obtiens cette quantité-là. Le problème, alors on peut essayer de le faire directement, de dire que c'est plus grand que 1, parce qu'on sait que cette quantité-là est plus grande que 1. On sait que celle-ci est plus grande que 1 parce que je vous rappelle que x1, y1, x2, y2 sont dans D2. Et celle-ci, on ne sait pas trop. Donc l'idée, ça va être de regarder cette quantité-là, donc d'essayer de la réécrire autrement. Et déjà, on remarque que y1 et y2 sont non nuls. Pourquoi? Parce que x1 et y1, ça vaut 1. Donc ils peuvent, pardon, c'est plus grand que 1, donc ils ne peuvent pas être nuls. Et donc, on va écrire ce truc-là en faisant apparaître un y1 dans le premier membre de la somme, un y2 dans le deuxième membre de la somme, et ça nous fait apparaître du coup des quotients y2 sur y1, y1 sur y2. Et on a le droit de le faire parce que y1 et y2 sont non nuls. Et du coup, on va regarder ça, et ça va être plus grand que le minimum de x1, y1, x2, y2 fois ce quotient-là.
Parce que si on prend le minimum, alors x1, y1 est plus grand que ce minimum, x2, y2 est plus grand que ce minimum, et ces quotients-là sont positifs, parce que les deux termes, y1 et y2, sont négatifs. Donc du coup, tout va bien, et on va réécrire un petit peu ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse-là. On les regroupe ensemble. On fait apparaître un 2 devant, et on fait apparaître cette quantité-là en haut. Et l'intérêt, c'est qu'en haut, on a fait apparaître finalement une identité remarquable, donc y2 moins y1 au carré, qui est positif, y1, y2 est positif, donc finalement, mon ensemble 2 plus cette quantité-là va être plus grand que 2. Donc ce plus grand que 2 ici, il aurait dû se trouver en haut, donc je modifierai. Donc à l'arrivée, qu'est-ce que je peux dire de ce truc-là? J'ai mon minimum qui est devant, qui est strictement positif, fois un truc donc, qui est plus grand que 2. Donc ça va être plus grand que 2 fois le minimum. Et quand je dis que le minimum est strictement positif, j'ai prévu large, parce qu'on sait que x1 y1 est en fait strictement plus grand que 1 parce que x1 y1 est dans des 2, que x2 y2 est plus grand que 1 strictement parce que x2 y2 est dans des 2, et donc finalement ce minimum va être strictement plus grand que 1 parce que chacun des termes est strictement plus grand que 1, il n'y a que 2 termes ici, un nombre fini de termes. Donc du coup ça va être plus grand strictement que 2. Donc maintenant on va reprendre ce calcul là. Donc ça on sait que c'est plus grand que 2, ça on sait que c'est plus grand que 1, ceci est plus grand que 1, mon t carré est positif, t1 moins t est positif, 1 moins t carré est positif, donc je vais pouvoir minorer en disant que mon x1 y1 est plus grand que 1, donc il disparaît là, celui-là est plus grand que 2, celui-ci est plus grand que 1, et finalement on remarque ici cette quantité-là, c'est encore une fois une identité remarquable, c'est t plus 1 moins t au carré, qui vaut 1. Alors le problème c'est que je peux juste mettre un supérieur ou égal, parce que même si x1 et y1 est strictement plus grand que 1, si celui-là est strictement plus grand que 2, si celui-là est strictement plus grand que 1, les quantités qui sont devant peuvent s'annuler. Et auquel cas, je perds le strict. Le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas, ces deux-là, celui-ci et celui-ci, ne peuvent pas s'annuler en même temps, parce que s'ils s'annulent en même temps, ça veut dire à la fois que t égale 0 et que t égale 1. Donc comme ils ne s'annulent pas en même temps, j'ai un strict sur au moins un de ces deux termes, et donc là, je vais pouvoir en fait garder le strict ici. Donc du coup, on a bien ce qu'on voulait. Mon point tx1 plus 1 moins tx2, ty1 plus 1 moins ty2 est bien dans des 2. Et j'ai bien du coup démontré que mon ensemble des 2 était inconvexe. Donc maintenant que D2 est inconvexe, c'est aussi un ouvert, donc c'est un ouvert convexe. Et je vais appliquer mon théorème pour les fonctions constantes sur un ouvert convexe. Donc f et C1 sur D2 qui est un ouvert convexe. Les dérivées partielles de f sont nulles sur D2. Donc f est constante sur D2. Du coup, il existe un lambda dans R tel que pour tout x, là c'est un x, y appartenant à D2, f de xy égale lambda. Et on va calculer ce lambda en prenant, quand on reprend notre D2, donc on va prendre des valeurs particulières de D2. Et moi je vais me placer sur la droite d'équation y égale x, donc cette droite-là, la droite qui passe la première bisectrice. Donc je vais tracer à l'arrache, mais un truc de ce genre-là. Et je vais prendre des x plus petits que moins 1, comme ça je suis sûr de me retrouver dans des 2. Donc je prends, donc je m'intéresse à xx qui va appartenir à D2 dès que x est strictement plus petit que moins 1, donc vous pouvez vérifier toutes les conditions, x est bien négatif, et x fois x, ça fera x carré qui sera plus grand strictement que 1. Et je vais calculer mon lambda, du coup ça sera égal à f de xx, parce qu'on a dit que f était constante sur tous les deux, donc comme c'est un élément de D2, mon f de xx égale lambda. Et f de xx, en fait, ça fait 2 arctangentes de x moins arctangente de 2x sur 1 moins x2. Et maintenant, je vais faire tendre mon x vers moins l'infini. Et cette quantité-là, dans cette arctangente, tend vers 0, parce qu'en fait, c'est une fraction rationnelle, donc on va regarder que les termes de plus haut degré, donc c'est équivalent à 2x sur moins x2, et donc ça va tendre vers 0. Et par continuité de la fonction arctangente en 0, toute cette quantité-là va tendre vers arctangente 0, c'est-à-dire 0. Et ce qui est devant, donc j'ai deux arctangentes x. Comme x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins pi sur 2, chaque arctangente. Donc le tout va tendre vers moins pi. Et du coup, ma limite de f de xx vaut moins pi. Mais comme f de xx est toujours égal à lambda, ma limite vaut aussi lambda. Et on obtient comme ça que lambda égale moins pi. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais sur D3, on va procéder de manière complètement similaire. Donc pour démontrer la convexité, puis pour chercher la valeur,
Sauf que cette fois-ci, sur D3, on va prendre x avec x strictement plus grand que 1, et on va faire tendre le x vers plus infini. Et vous remarquez qu'à l'intérieur de cette arctangente-là, le quotient va toujours tendre vers 0, donc ça va toujours tendre vers 0 globalement. Et cette fois-ci, comme le x va tendre vers plus infini, ici ça va tendre vers pi sur 2, et donc en tout ça va faire mon lambda qui sera égal à pi. Donc on a trouvé déjà deux valeurs, donc moins pi sur D2, pi sur D3, et il me reste à faire D1, et mon problème c'est que D1 n'est pas un ouvert convexe. Mais comme indiqué dans le cours, quand on a regardé la démonstration de l'équivalence entre fonction constante sur un ouvert convexe et les dérivés qui sont nuls, on a vu qu'on n'avait pas forcément besoin de la convexité, mais qu'on avait besoin d'avoir un point central, tel que alors je vais prendre le point ici 0, 0, et quand je prends un point quelconque dans D1, eh ben, je peux affirmer que ce segment-là va rester dans D1. Et en reprenant ma démonstration faite dans le cours dans le cadre d'un ouvert convexe, je vais pouvoir démontrer que la valeur de f en ce point-là est égale à f de 0, 0, que la valeur de f en ce point-là est égale à f de 0, et finalement la valeur de f en tout point de D1 sera égale à f de 0, 0, et donc ma fonction sera constante. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va s'intéresser on va prendre un point xy de D1, et on va prendre t dans 0, 1, et donc on va prendre le segment, on va prendre tx, ty. Donc remarquez que tx, ty, ça correspond aux éléments du segment 0, 0 jusqu'à xy. Donc pourquoi ça appartient à D1? Tout simplement parce que le produit doit être strictement plus petit que 1, mais le produit des deux, ça fera t carré qui est compris entre 0 et 1 fois un nombre strictement plus petit que 1, donc c'est bien strictement plus petit que 1. Et du coup, je vais poser G, qui a t appartenant à 0, 1 associe ça, et je vais lui appliquer la règle de la chaîne. J'ai le droit de le faire parce que f est de classe C1 sur D, et bien sûr t associé tx et t associé ty sont de classe C1. Et ma règle de la chaîne me dit que G est de classe C1, et que mon G' est égal à x fois cette dérivée plus y fois cette dérivée. Et comme ces dérivées-là partielles sont nulles, du coup j'obtiens que G' égale 0. Du coup, comme je suis sur l'intervalle 0,1 fermé, c'est un intervalle, j'insiste, et que la dérivée de G est nulle, j'obtiens que G est constante sur l'intervalle 0,1. Et comme elle est constante sur 0,1, j'obtiens que f de xy qui est égal à G de 1, donc pour t égale 1, on obtient f de xy, c'est égal à G de 0, et G de 0 c'est f de 0, 0, et f de 0, 0, quand on remplace, ça fait 0. Donc j'obtiens comme ça que sur l'ouvert D1, ma fonction est constante, égale à 0, et donc on obtient bien comme ça le troisième cas.